18h18, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir un homme dont l'engagement a contribué à sauver des vies, des centaines de vies. Bonsoir Antoine Laurent. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous. Vous publiez aujourd'hui Journal de bord de l'Aquarius, dans la peau d'un marin sauveteur aux éditions Kero, dans lequel vous témoignez de vos années à bord de l'Aquarius, ce navire emblématique pour son action humanitaire au large de la Libye, sur la route migratoire la plus meurtrière du monde. Des drames qui, ces derniers temps, il faut le reconnaître, ont été largement éclipsés par la pandémie. Pourtant, depuis le début de l'année, plus de 500 personnes ont péri en Méditerranée. Et mercredi dernier, encore 130 migrants ont perdu la vie. Cette fois-là, le bateau d'SOS Méditerranée est arrivé trop tard. Le pape François a évoqué ce drame. Interrogeons-nous, a-t-il dit, sur cette énième tragédie. C'est le moment de la honte. Un mot d'abord, si vous le voulez bien, sur ce drame de mercredi dernier. Antoine Laurent, c'est 130 morts que l'on aurait pu éviter si les gardes-côtes libyens financés par l'Union européenne étaient intervenus, si j'ai bien compris. Ce sont eux qui sont chargés de venir en aide aux embarcations en détresse dans cette zone. Ils étaient injoignables. Pas de réaction non plus des autorités italiennes. On avait l'impression, vu d'ici, que les choses étaient un peu mieux gérées. On découvre que finalement, ça n'est pas le cas. Oui, c'est là le caractère du drame. C'est que c'est un énième drame, un énième naufrage. Et cela fait des années que les drames s'enchaînent. On a eu une prise de conscience en Europe en 2013 avec le drame de Lampedusa. Et le pape à l'époque s'était beaucoup exprimé. Et puis depuis lors, il y a eu des réactions, des étapes parfois positives, avec l'opération Mare Nostrum par exemple des Italiens. Mais depuis quelques années, notamment à l'époque où l'Aquarius s'était lancé en 2016, les choses se sont dégradées. Les États européens, et en particulier l'Italie, s'est progressivement retiré de cette zone, a voulu laisser les gardes-côtes libyens prendre la main, mais malheureusement, les gardes-côtes libyens ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité en mer. Et donc, forcément, lorsque les départs s'accélèrent, lorsque la météo est mauvaise, les ONG ne sont pas capables d'assurer toute la sécurité. Et donc, les drames se répètent. C'est un devoir historique de mettre un terme à ces massacres en mer, dit Enrico Letta, qui est l'ancien Premier ministre italien. Il plaide pour un plan européen pour les migrations sur le modèle du plan de relance adopté pour lutter contre les conséquences de la pandémie. Ce serait un début de solution ? Oui, alors il faut voir ce qu'il y a dedans, mais déjà de la bonne volonté serait bienvenue, parce qu'on voit bien que les politiques migratoires jusqu'à aujourd'hui sont essentiellement basées sur le principe de la répression, dans l'optique stérile, je pense, de dissuader les migrants de rejoindre l'Europe. Et donc, les réponses, notamment en Méditerranée centrale, sont essentiellement de l'ordre du sécuritaire. On ne va pas déployer des moyens de sauvetage, on va avant tout déployer des moyens militaires de surveillance, de contrôle, et on va déléguer, notamment aux gardes-côtes libyens, la charge d'intercepter les migrants en mer, de les ramener en Libye. Et c'est clairement pas comme ça qu'on peut traiter ce phénomène. C'est avec des solutions d'ampleur qui impliquent tous les États, qui ne laissent pas l'Italie ou Malte seuls face à un problème qui dépasse largement leur seule préoccupation nationale. Donc il faut évidemment que l'Europe se réveille. Elle aurait déjà dû le faire depuis un certain temps. Et il n'est pas trop tard. On l'espère. En tout cas, votre histoire, c'est celle d'un jeune lieutenant de la marine marchande qui parcourt le monde et qui a du temps pour réfléchir, pour s'informer, pour se cultiver, qui lit beaucoup, notamment la presse, et qui un jour a un déclic. Vous lisez des articles qui parlent du drame des réfugiés, de la crise humanitaire en Méditerranée. Vous vous dites, puisque des gens meurent injustement en mer, et puisque moi, justement, je la connais, cette mer, pourquoi ne pas partir en mission de sauvetage ? C'est ce que vous faites donc en vous engageant. Vous démissionnez d'un poste dans lequel vous gagnez bien votre vie, vous rejoignez la mission Aquarius en tant que sauveteur. Vous enchaînez les sauvetages, vous dites « j'aurais adoré ne pas avoir à écrire ce livre » et pourtant vous l'avez fait. Oui, j'aurais aimé ne pas avoir à l'écrire, j'aurais aimé ne pas avoir à répéter inlassablement les mêmes messages, de dire que malheureusement des gens meurent en mer dans l'indifférence et surtout dans un certain degré de négligence de la part d'une partie de la société, et en particulier des politiques. J'ai en effet pris conscience de certains de mes privilèges, on peut le dire, comme citoyen français, qui avait un métier confortable, une bonne éducation, et je me suis dit je ne vais pas rester toute ma vie à jouir de ces privilèges pour moi-même, et qu'il fallait bien qu'à un moment donné, étant témoin de loin et en tant que marin de tous ces drames en mer, à laquelle on ne peut pas être insensible quand on est marin. La solidarité en mer, c'est un principe intrinsèque à notre profession et à notre esprit, et donc il paraît absolument naturel de s'engager pour aller secourir ces personnes, et c'est pour ça que j'ai proposé mes services, mon énergie, ma jeunesse, on va dire, à ces ONG qui font un travail remarquable. Alors vous racontez en détail ces sauvetages dans votre livre. Merci à vous, même si on ne sort pas indemne de cette lecture, mais merci parce que parfois les mots sont encore plus forts que les images. C'est nécessaire. Alors votre première intervention à bord de l'Aquarius, elle est terrible. Vous décrivez la centaine de personnes entassées comme du bétail dans un canot pneumatique. Ils semblent, dites-vous, noyés dans un désespoir paralysant qui toucherait même les plus xénophobes. Oui, la sensibilité
que l'on peut avoir à la suite de ces opérations, clairement, elle donne une autre image de ce qu'est le phénomène migratoire et en particulier ces drames qui sévissent en Méditerranée. Et moi, je serais vraiment curieux de voir comment pourraient réagir les xénophobes les plus bruyants, en particulier certains politiques, dès lors qu'ils seraient confrontés à ces situations où la détresse humaine arrive à son stade le plus extrême. On ne peut pas affirmer comme ça aussi facilement, après avoir vécu cela, que non, c'est pas si grave que ça de laisser des gens mourir, on a d'autres priorités. Non, malheureusement, là, quand les gens meurent, et en particulier quand on les a devant soi, quand on voit leur détresse dans leur regard, on a d'autres choix que d'aller les secourir. Toutes les autres considérations politiques, démographiques, économiques, elles sont à prendre en compte. Mais la priorité absolue, c'est d'aller secourir ces personnes. Alors, lors de vos différents sauvetages, il vous arrivez de discuter avec les femmes et les hommes que vous avez sauvés, et à chaque fois, ils vous ont raconté l'enfer qu'ils vivaient en Libye, un enfer qui justifie les risques qu'ils ont pris pour quitter ce pays. Ça n'est pas pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs qu'ils quittent leur pays, dites-vous, c'est simplement parce que ce qu'ils vivent est inhumain. Oui, c'est vrai que c'est une chose qui est assez mésestimée, je pense, dans notre société européenne, c'est la motivation qu'ont ces personnes à quitter leur foyer. Qu'est-ce qui, concrètement, les pousse à se déraciner, à partir de chez eux, à quitter leurs proches et à s'engager sur une route migratoire qu'ils savent plus ou moins dangereuse, mais que néanmoins ils découvrent au fur et à mesure et prennent donc tous les risques. Et on voit bien que lorsqu'ils s'aventurent en mer sur des embarcations de fortune, c'est bien parce que le fait de rester à terre serait encore moins sûr, et donc l'Europe, qui est au bout du chemin, qui a son caractère prospère, qui prospère dans tout le monde entier, n'est pas la finalité de ces gens. La première priorité pour ces gens, c'est d'abord de fuir la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Et voilà, donc pour moi, c'est une chose qu'il faut que l'on comprenne. Oui. Aujourd'hui en Europe, c'est les raisons pour ces personnes de venir jusqu'à l'Europe. Aujourd'hui, Antoine Laurent, vous avez entamé une nouvelle carrière puisque vous êtes engagé en politique aux côtés du député Mathieu Orphelin. Vous êtes à la direction de campagne de la future liste écologique, citoyenne et solidaire. C'est une autre forme d'engagement. Vous dites « Je suis déterminé à tout entreprendre pour rendre ce monde plus juste, plus paisible, plus respectueux des règles de soutenabilité de notre environnement ». Vous pensez que la politique va vous donner les armes pour rendre ce monde plus juste ? Oui, je sais que c'est un peu ambitieux, mais je crois que n'importe qui, en particulier, je pense, ma génération, a tout intérêt à investir le champ politique, parce que même si on peut se décourager des politiques, le monde politique est quand même là où les décisions se prennent, là où on peut faire avancer les choses, là où on peut gagner quelques victoires, avancer des combats. Et si j'en suis arrivé là, et en passant par l'engagement sur la migration, c'est notamment parce que j'ai bien compris que l'origine de ce problème, de ces drames, c'était d'un côté ces personnes qui émigrent parce qu'elles sont en insécurité chez elles, et donc cette insécurité, il faut agir dessus, il faut réduire les inégalités, il faut améliorer leur cadre de vie. Et puis il y a ce risque latent qui s'appelle le changement climatique, qui quand même est une espèce d'épée de Damoclès sur une partie de ces populations, qui d'ailleurs les affecte déjà. Et puis en Europe, il y a toutes ces personnes sceptiques, voire angoissées, qui sont même instrumentalisées par une partie des politiques. Mais justement, quand vous entendez, après le drame de Rambouillet, notamment une certaine partie des classes politiques qui fait un lien entre immigration et terrorisme, vous vous dites ce combat, il n'est pas gagné ? C'est un long combat, ça c'est sûr, et il y a plein de personnes qui s'y sont attelées. Mais oui, ce lien, il est fait justement par des personnes qui, depuis déjà de longues années, instrumentalisent le sujet migratoire à des fins politiques. Moi, ce que je dis, et donc vont essayer d'utiliser l'angoisse que certains peuvent avoir à l'idée, notamment les plus fragiles de notre société, les personnes, et c'est normal, les gens qui sont dans une situation de précarité, d'insécurité, ou même un simple sentiment d'insécurité, et lorsqu'elles voient des étrangers arriver sur notre sol, elles craignent que leur situation se dégrade. Donc, c'est naturel d'avoir cette réaction. Mais la réponse à cela, ce n'est pas de susciter encore plus de peur, de laisser croire qu'il y a un lien direct entre migration et terrorisme. Non, c'est de s'attaquer au vrai problème de ces gens-là. Quelle est la source de leur angoisse ? C'est leur insécurité. La même forme d'insécurité qui est vécue par les Africains qui quittent leur foyer. Et donc, c'est de réduire les inégalités, c'est d'agir sur la qualité de leur environnement, sur l'éducation de leurs enfants, sur leurs emplois. C'est ça la réponse à donner. C'est pas de susciter encore plus de crainte, de tuer la cohésion sociale, non. Merci beaucoup Antoine Laurent, merci. Je recommande la lecture de votre livre Journal de bord de l'Aquarius, dans la peau d'un marin sauveteur. C'est aux éditions Kéro, ça prend aux tripes, ça bouscule, mais c'est une lecture nécessaire. Merci.